Alors le journal des alternatives nous permet en fait chaque semaine d'aller prendre la question du jour et de voir un petit peu comment aujourd'hui les acteurs en fait sont déjà en fait au travail. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi une entrée assez simple qui était de dire allons déjà voir en fait à travers les acteurs ce que la situation de crise en fait a créé comme expérience et comme évolution. Accueillons notre collègue Martha. Donc c'est toi aujourd'hui qui nous propose de nous pencher sur ces nouvelles cartographies des coopérations européennes et donc avec des propositions d'ouverture à de nouveaux espaces de collaboration et d'expérimentation. Absolument, Vincent, puisque la coopération européenne est devenue une pratique essentielle pour le développement du secteur culturel et créatif. Et la crise sanitaire actuelle n'est pas sans impact sur les enjeux de la coopération. Nous vivons désormais dans un monde, dans un régime plutôt d'instabilité chronique auquel nos sociétés vont devoir s'adapter. Les secteurs culturels n'échappent pas à ces constats, bien au contraire. Les conséquences sanitaires, écologiques, sociales et économiques de l'épidémie de la Covid-19 en Europe et dans le monde perdurent. Toutefois, depuis un an, nous pouvons constater que cette situation inédite a été également un territoire d'expérimentation pour les acteurs culturels. Le journal des alternatives, nouvelle cartographie des coopérations, vous invite à échanger avec des acteurs impliqués dans la coopération européenne. Par leur diversité, nos invités vont nous faire part de leur vulnérabilité liée à la crise et présenter leurs réponses innovantes mises en place pour y faire face. Paradoxalement, la crise a en effet naître des solutions, des coopérations inédites pour répondre aux difficultés générées par la pandémie. Et comme nous allons le voir, de nouvelles pistes restent encore à explorer. Alors, Seif Eddine Nechi, bonjour. Vous êtes à Tunis ce matin. Vous êtes illustrateur et cofondateur notamment des Soubia, une maison d'édition mêlant plateforme virtuelle des BD et incubateur de auteurs. Votre travail a été récompensé au Festival d'Angoulême, au Cairo Comics du Caire. Denis Février, bonjour. Vous êtes fondateur de la société Polkatulk, qui traite de la distribution numérique des contenus par des architectures décentralisées, tout en sécurisant la détermination et le suivi des droits d'auteur reposant sur les protocoles de la blockchain. En 2017, vous éditez la plateforme Senso TV, un service média à la demande ayant vocation à diffuser un catalogue de captation des spectacles vivants en streaming via une formule SVOD. Tous les deux, vous êtes financés, Seif et Eddine Nechi, par les volets culture des programmes Europe Créative et vous, Denis Février, par les volets médias d'Europe Créative. Je vais vous poser une première question à tous les deux. Comment vous avez réagi et traversé la pandémie? Seif Eddine Nechi. D'abord, bonjour à tout le monde. Je suis honoré d'être avec vous. Pour dire des choses, durant la pandémie, en fait, j'avais déjà un projet à terminer qui était de plan et de sang, un projet avec Europe Créative, qui est autour de l'histoire de l'extrémisme politique en Europe dans les années 70. Et en même temps, parce qu'au fait, tout s'est arrêté et puis les vagues se sont succédées. C'est ça aussi le problème, hein, parce que ça aurait été une vague. Donc les vagues se sont succédées, donc j'étais obligé quelque part à arrêter presque toute activité quelque part, mais je me suis consacré, j'ai trouvé le temps de me consacrer à travailler sur mon propre graphic novel un bon pavé de 200 pages qui va sortir bientôt. Et c'était à peu près la seule activité, à part le fait que j'ai dû restructurer un peu Soubia pour passer d'un petit éditeur à un éditeur incubateur aussi. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de talents en Tunisie, par exemple, mais il n'y a pas de débouché dans le sens du marché du livre illustré, du livre de la bande dessinée et des livres pour enfants. Et donc, on va essayer un peu de créer des cohortes et de faire évoluer un peu le marché tout en essayant d'avoir une plateforme end-to-end, c'est-à-dire les gens ils vont rentrer avec une idée, sortir avec des livres ou des livres illustrés, des BD. Donc c'est à peu près ça le travail de restructuration et le travail artistique que j'ai fait durant cette période-là.
Denis Février. Alors, nous, on a une problématique assez différente parce qu'on s'était créé autour de l'idée de diffuser des contenus avant la pandémie. C'était un marché assez dense avec pas mal de plateformes de niche et un début d'intérêt pour le spectacle vivant au sens large du terme, c'est-à-dire théâtre, concert, etc. En fait, ce que le Covid a révélé finalement, c'est que l'accès au contenu était... il n'y a pas de distribution équitable des contenus. En fait. C'est-à-dire que on peut avoir des publics qui ne sont pas accessibles pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques, pour des raisons de distance géographique aussi, tout simplement, ou de saturation des billetteries. Et ce que le Covid a démontré, c'est qu'il y avait un vrai appétit en fait pour regarder des contenus, y compris en ligne. Ça a évangélisé aussi la pratique de ne pas forcément se rendre au spectacle pour pouvoir en regarder, pouvoir retrouver des spectacles qu'on avait vus par le passé, en découvrir des nouveaux qu'on n'aurait peut-être pas regardés. Et je pense que ce que je dis sur le spectacle est aussi vrai pour d'autres types de... Alors, j'aime pas trop le terme contenu, mais vous voyez ce que je veux dire, qui amènent directement des éléments à des publics assez variés et qui seraient peut-être pas allés d'eux-mêmes dans un premier temps vers ces contenus-là. Donc clairement, pour nous, le Covid, ça a fait une espèce d'appel d'air. Je pense que mes collègues, en fait, d'autres plateformes de diffusion sur le net vous diraient la même chose. Et il y a l'émergence aussi d'une nécessité de collaborer, parce qu'on se rend compte qu'il y a des complexités technologiques, des complexités politiques aussi, qu'on ne peut pas aborder seul quand on est un petit acteur et qu'on n'a pas les moyens de grosses plateformes anglo-saxonnes que j'ai pas besoin de citer pour tout le monde voit de qui je parle. Et donc, en fait, il y a une diversité d'acteurs économiques, tant par les champs qu'ils investissent sur les contenus qu'ils veulent diffuser, que par la manière de le faire. Ça aussi, la pandémie l'a renforcé, de mon point de vue. Alors, si je peux le citer, il y a une association qui s'appelle Eurovod, dont on est membre, et qui structure justement les acteurs de la SVOD en Europe. Et je trouve que dans le cadre de la pandémie, ça a accéléré un peu la structuration de ce secteur, le dialogue entre acteurs et la consolidation des échanges. Merci Denis. J'ai une deuxième question pour tous les deux. Pensez-vous que l'après-crise et la relance doivent être dans la coopération européenne? Seif Edine Nechi. Je crois qu'au final, toutes les coopérations sont importantes après le Covid et durant le Covid. Quelque part, c'est une survie de l'art, une survie de la culture. On est un peu dans l'ère de... C'est comme si on est post-apocalyptique dans le domaine artistique et culturel. Et donc, on est en train de se rameuter un peu, de chercher des survivants, d'essayer de réanimer les quelques mourants et de passer outre ça, c'est-à-dire recréer un autre monde aussi. C'est pas que la négativité du moment. Ok, on y est, mais l'après, on va prendre en considération justement l'avènement de ce genre de entre parenthèses catastrophe sanitaire ou même organisationnelle dans le cas de presque tous les domaines culturels. Donc je pense que pour l'après, il va y avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle coopération, une nouvelle au fait idée de coopération. C'est pas la coopération nord-sud ou est-ouest ou je sais pas quoi. Ça va être plus une coopération dans tous les sens. C'est-à-dire même le contenu ou les ressources, c'est de la coopération. C'est-à-dire ça ne va pas dans un seul sens. Ça devrait être revisité cette relation générale de ce qu'est la coopération finalement. Merci. Alors, nous poursuivons avec la participation d'Audrey Guerre, coordinatrice... Ah, Denis, excusez-moi. Denis Février, excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Je trouve que la réponse qui a été donnée précédemment était assez complète. Moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'elle doit être européenne. Pour parler d'un exemple, chez nous, ce que nous a permis, ce qu'on a fait pendant la pandémie en complément de la diffusion de Senso TV, c'est qu'on a industrialisé un outil de gestion de droits. Et ça n'aurait pas été possible sans, d'une part, un côté collaboratif, parce qu'on allait chercher des acteurs en fait, de différents métiers pour nous aider à repenser l'outil et le rendre interopérable, etc. Et sans le financement européen. Donc les gens qui nous ont aidés sont des entités qui étaient peut-être en Italie, en Allemagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne, en Estonie notamment aussi.
Le volet média, en fait, nous a vraiment aidé à financer cette recherche, la structuration du produit. Donc, je pense que comme ce qui a été dit, c'est que la collaboration, déjà, elle va prendre d'autres dimensions que celles qu'on a connues auparavant, qui étaient effectivement très silotées, très verticales. Là, c'est vraiment, il y a un côté très transversal, et ça redéfinit vraiment les règles du jeu aussi, et c'est plutôt bien. Ça va permettre à des acteurs moins importants d'avoir une place, je pense, sur l'échiquier économique. Merci à vous trois. Margot, est-ce que nous avons une question du chat peut-être ? Oui, Vincent, donc une question adressée plutôt à Seïd, qui demande avec quel réseau de coopération vous travaillez au Maghreb, ou plus largement peut-être au niveau méditerranéen. Bon, personnellement, c'est pas le Maghreb pour le moment parce que même durant cette période de pandémie, il y a un clivage de frontières, qu'on ne le veuille pas. Vous voyez, par exemple, hier, avec la montée de la troisième vague en Tunisie, le Maroc ferme ses frontières et c'est compréhensible, c'est normal. Donc, il y a quand même ce clivage-là. Donc, c'est pas le Maghreb pour le moment, c'est la Tunisie en collaboration avec Europe Créative. Donc, pour le projet sur lequel on a travaillé, la collaboration s'est passée via la boîte à Marseille, qui, elle, est le porteur du projet. Et donc, nous, d'ici, on a travaillé sur le volet artistique avec une autre boîte au Canada qui travaillait sur le côté application. Et c'est ça, en fait, le côté intéressant de justement la collaboration et c'est le fait de travailler avec une multitude de personnes qu'avant on n'avait pas ce choix-là, c'est-à-dire travailler avec quelqu'un au Canada, quelqu'un en France, l'autre en Tunisie, etc. Et tout ça. Et ça enrichit vraiment le travail. Et c'est une autre vision en fait des choses parce qu'on s'est même pas vus tous. Tout s'est passé d'une façon très virtuelle, très digitale. C'est une nouvelle forme de travail à la limite exclusive pour cette période-là qui a montré quand même un certain degré de réussite. Certes, il faudrait revoir tout ça à tête reposée après, mais déjà, le process est en marche, avec ou sans notre accord. Hein. Merci. Alors, nous poursuivons avec la participation d'Audrey Guerre, coordinatrice du LIFE-DMA, le réseau européen des lieux et des festivals de musique actuelle. En tant que coordinatrice du LIFE-DMA, elle facilite la circulation d'informations auprès des membres, crée des opportunités de rencontres et échanges et travaille sur la mise en place d'outils et de ressources. Elle représente également leur intérêt auprès des institutions et des partenaires européens. Et ensuite, Federico Rassetti, directeur général de Keep On Life, l'association italienne des clubs et des festivals en direct. Il est chargé de la coordination des membres des festivals internationaux de Ferrare et du festival de Ravigo Racconta. On les écoute. Cette crise sanitaire a révélé de plusieurs façons en fait l'importance de la mise en coopération des acteurs culturels en Europe. D'une part, je pense au tout début de la crise, montrer que le réseau est là, que les partenaires européens sont là pour échanger, pour s'exprimer, pour montrer leur soutien, montrer que personne n'est tout seul dans sa propre situation. En fait, c'était très important. De montrer justement qu'il y avait cet esprit solidaire et collectif et que les uns pouvaient compter sur les autres pour échanger justement où vous en êtes dans les protocoles, dans les mesures, comment ça se passe, voilà. Et puis avoir un espace d'expression, même si c'était en ligne, ça a été très très important et c'est encore important aujourd'hui puisque les salles de concert sont toujours durement frappées et en plein milieu de cette crise. C'était vraiment un atout d'avoir ce réseau européen structuré déjà depuis plusieurs années en Europe, puisque un de nos projets phares, c'est de collecter chaque année des informations, de la donnée sur les salles de concert, leurs activités, l'emploi, leurs finances. C'est une activité qu'on fait en interne, donc c'est-à-dire que les données des lieux collectées par les lieux pour en créer nos propres publications. Et grâce à cette matière, en fait, qu'on
qu'on avait déjà, on a pu assez rapidement sortir des informations chiffrées sur l'impact de la crise sanitaire sur notre secteur. Et ça, ce sont des données au niveau politique qui sont très importantes de pouvoir montrer des chiffres en fait pour mesurer l'impact de la crise sur le secteur et avoir une réponse politique en ce sens. Que ce soit sur la gestion de la crise sanitaire ou sur les politiques culturelles en général, ce sont d'abord les États membres, donc au niveau national, les gouvernements qui mettent en place des mesures et des politiques. Donc nous, au niveau européen, tout ce qu'on peut faire, mais bon, c'est déjà beaucoup en partenariat avec la Commission européenne et le Parlement européen, c'est mettre la pression sur les États membres, leur démontrer et les persuader que la culture doit être au cœur des plans de relance sur les prochaines années à venir, qu'il faut un soutien immédiat pour faire face aux restrictions, notamment des salles de concert, mais que c'est une crise qui va aussi s'inscrire dans le temps et qu'il faudra donc un soutien pérenne au secteur pour aller vers une résilience. La musique, c'est une industrie aussi, mais qui est basée sur beaucoup de compétition, mais qu'il est important de transiter vers un modèle plus collaboratif si on veut un système plus juste et plus solidaire. Donc, on va le voir aussi de quelle façon ça s'inscrit dans les plans de relance. Mais voilà, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des plans de relance le plus inclusifs possible, qui incluent aussi toutes les structures moins institutionnalisées, des plus petites structures aussi, pour être sûr qu'on laisse personne derrière dans cette crise et que notre réseau d'acteurs, de petits acteurs indépendants de la musique en Europe, il est très important. Et le gros risque, en fait, c'est que ça devienne un secteur franchisé. Et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que la coopération entre tous ces acteurs pour avoir une voix commune au niveau européen, elle est très importante. I think it's important to focus on what's the role of our organization and network in the post-pandemic perspective. We've getting some achievement in this month, in the past month, and some of these quite impressive. But for a lot of aspects, we think that we have a long way in front of us. And obtaining the official recognition of live music venues in our country and in Europe, I think it's the main goal of our agenda for the next future. We will have as well a new live ecosystem at the end of this emergency. We'll have to deal with these new rules and new relation with the live music stakeholder and work to have a more sustainable ecosystem, preserving the diversity as well. Yes, sustainability and diversity, I think, is the two keywords that are most important for the next future. Well, we are here to talk about European cooperation, and we think that it's crucial. As I mentioned before, in LiveDMA we found international cooperation and inspiration for our national campaign. So sometimes the European dimension may seem distant from our daily routine, but it can be impact very directly. And more important, a push from European Association can be very useful to boost national advocacy on aspects like Recovery Fund, for example, reopening for live music venues. About this, as LiveDMA, we signed a joint letter with other 5 European associations and a joint letter to the European Commission. We think it's very important that the reopening and relaunch of the live venues can be the more coordinated possible as European level. J'ai une dernière question pour tous les deux, Seif et Denis. Comment se positionne à présent votre secteur
à présent et pour l'après-crise et la relance. Seif. Pardon, j'ai pas très bien saisi la question. Comment se positionne votre secteur? Vous êtes dans le secteur des livres. Comment votre secteur en Tunisie se positionne à présent et pour la relance de ces secteurs? Ok. Déjà, le secteur du livre illustré en Tunisie, je ne parle pas du livre à touche. Le livre illustré en Tunisie, c'est tout un challenge, c'est-à-dire c'est une industrie qui existait durant les années 90 et qui a un peu disparu. Et donc, on a tout à redécouvrir quelque part parce que la génération a changé, les habitudes ont changé. Donc, on est en train de challenger quelque part un domaine qu'on ne connaît pas vraiment. Du moins, on ne connaît pas le lectorat de ce domaine. Après, pour la relance, c'est vrai qu'on était déjà sur notre lancée. Donc, on a été chopé à l'envol. Pour la relance, je pense que c'est un plan d'accompagnement qui doit continuer sur ce travail. Donc, on va essayer d'accompagner justement de jeunes illustrateurs, des illustrateurs qui ne sont pas vraiment dans le métier, donc essayer de les un peu recadrer et les aider à sortir leurs propres travaux et pouvoir ensuite avoir vraiment un vrai marché relancé sur lequel on peut avoir des retours en data après. Donc, c'est ça. Merci. Denis? Nous, théoriquement, le secteur de la diffusion VOD devrait plutôt bénéficier de situations de pandémie, même si c'est un peu triste à dire. La problématique étant la disponibilité de contenu à diffuser, parce que par définition, comme l'a dit, ça a été dit à l'instant, parce que moi je suis un peu enroué, les salles de spectacle pour le moment sont toujours fermées. Donc on voit commencer à émerger des initiatives de prestations en huis clos ou en semi-huis clos, etc., qui permettent de diffuser des contenus sur le marché français. Au niveau européen, c'est un peu plus ouvert, donc peut-être que la relance viendra effectivement par le fait de diffuser des contenus qui sont disponibles en Espagne ou dans d'autres pays. Mais je pense que ça ne se fera pas, effectivement, sans stimulation d'une part financière qui permet de relancer ces secteurs-là et notamment les artistes, en fait, qui sont les premiers acteurs de ces contenus-là, mais aussi de financer les plateformes qui, malgré l'acquisition de clients et l'appétence qu'il y a pour des contenus, sont confrontées à des difficultés économiques, d'acquisition de clients, de croissance, en fait, de la plateforme. Et que ça va encore reposer, je pense, effectivement, sur des aides principalement européennes et sur le fait de savoir échanger aussi les uns avec les autres, beaucoup plus que c'était le cas auparavant, et donc de revoir un peu toute cette notion de veille concurrentielle et de concurrence tout court, en fait. Ça va être une concurrence coopérative, peut-être. Face à ces difficultés, la coopération devient donc une réponse pour le long terme, devant faire préalablement appel à des capacités d'adaptation, d'anticipation, d'innovation et de rebond, impliquant des approches à la fois collaboratives et transversales. Les capacités de résilience sont ancrées dans des spécificités humaines de chaque acteur. Elles s'appuient non seulement sur des réponses techniques, mais aussi sur des comportements individuels et collectifs, des mouvements solidaires, des espaces d'expression. Elles requièrent une gouvernance capable d'anticiper, mais aussi de faire face à l'incertitude et à l'imprévisible. Capable aussi de collaborer entre les différents échelons de gouvernance, de coopérer différemment et d'intégrer les initiatives d'acteurs multiples pour considérer les ressources collectives. Merci à vous de nous avoir rejoints ce matin pour cet échange. Merci à Audrey Guerre et Federico Rassetti et merci à Seif Edinnechi et Denis Février pour cet entretien. Merci Martha, merci aux invités.